Si tu as mal au genou ou que tu accompagnes des gens qui ont mal au genou, tu as forcément déjà cherché des exercices pour renforcer tes genoux. Et forcément, tu tombes toujours à peu près sur les mêmes choses. Du squat, des fentes, du leg extension, du Spanish squat, du leg curl, du travail de mobilité de cheville, de hanche, de gainage, des sauts, etc. Et en soi, tous ces exercices peuvent être pertinents. Mais la question, c'est pas de savoir si un exercice est bon ou mauvais pour le genou. Il n'y a pas d'exercice bon ou mauvais dans l'absolu. La question, c'est de savoir pourquoi tu le mets là, maintenant, chez cette personne, dans ce contexte précis. Parce que tu peux donner exactement le même exercice à deux personnes qui ont mal au genou et avoir un résultat complètement différent. Chez l'une, tu vas améliorer la situation, chez l'autre, tu vas l'aggraver. Et c'est pas parce que l'exercice est magique ou dangereux, c'est parce que l'exercice n'est que la dernière étape du raisonnement. Avant l'exercice, il y a le tissu que tu veux cibler. Avant le tissu, il y a le signal que tu veux envoyer. Avant le signal, il y a la contrainte que la personne ne tolère pas. Et avant tout ça, il y a le contexte. Donc dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer pourquoi chercher des exercices pour le genou est une façon très limitée de réfléchir et comment tu peux commencer à raisonner dans l'autre sens en comprenant le genou comme un système, en identifiant ce qui ne tolère pas, puis en choisissant les bons outils pour reconstruire progressivement sa capacité. Parce qu'à un moment, connaître des exercices ne suffit plus. Il faut savoir quoi faire, quand le faire, pourquoi le faire et comment savoir si tu es en train d'aller dans la bonne direction. Déjà, il faut arrêter de voir le genou comme une simple articulation qui se plie et qui se tend. Le genou, c'est pas une charnière de porte, c'est un complexe articulaire qui doit absorber, transmettre, redistribuer et réorienter des contraintes entre le pied, la cheville, la hanche et le reste du corps. Quand tu marches, quand tu cours, quand tu freines, quand tu réceptionnes un saut, quand tu changes de direction, quand tu descends sur un squat ou que tu remontes d'une fente, ton genou ne fait pas juste une flexion et une extension. Il doit gérer de la compression, du cisaillement, de la rotation, des contraintes médiales, latérales, antérieures, postérieures, bref, tout ça dans un environnement qui change en permanence. En plus, ce qu'on appelle le genou n'est même pas une seule articulation. Tu as l'articulation tibio-fémorale entre le fémur et le tibia qui va gérer la flexion, l'extension, la rotation du tibia, la transmission de charge. Tu as l'articulation fémoro-patellaire avec la rotule qui sert pas juste à faire joli devant le genou, mais qui va guider le mécanisme extenseur, optimiser le bras de levier du quadriceps et répartir les contraintes antérieures. Et tu as aussi l'articulation tibio-fibulaire qu'on oublie tout le temps alors qu'elle donne des petites options de mouvement pour mieux transmettre les contraintes entre le pied et le genou. Donc quand quelqu'un dit j'ai mal au genou, tu sais encore quasiment rien. Tu ne sais pas si la douleur est liée à un tendon qui ne tolère plus la charge, à une articulation qui manque d'espace, une capsule qui a perdu de la compliance, à un problème de guidage fémoro-patellaire, une mauvaise répartition entre le pied, la cheville et la hanche, une reprise trop rapide de la vitesse, une sous-charge chronique suivie d'un pic brutal, ou simplement un système global qui est fatigué et qui tolère moins bien les contraintes habituelles. Donc si ta première réaction c'est directement bon ok on va faire du Spanish squat ou ok on va renforcer les quadriceps, ok on va travailler la hanche, tu vas peut-être tomber juste, mais ce sera presque de la chance. Ce qui doit t'intéresser, c'est pas seulement la zone qui gêne, c'est l'histoire que cette zone raconte. Par exemple, un tendon patellaire douloureux n'est pas juste un tendon enflammé entre guillemets qu'il faut mettre au repos ou chargé au hasard. Un tendon, c'est un tissu qui transmet la force. Il encaisse des contraintes répétées, parfois rapides et explosives. Et quand il devient douloureux, la question intéressante, c'est pas seulement quel exercice je vais faire pour mon tendon patellaire. C'est plutôt est-ce que ce tendon ne tolère plus le volume? Est-ce qu'il tolère plus la vitesse, l'intensité, l'amplitude des mouvements? Est-ce que la personne a repris les sauts et les réceptions trop vite? Est-ce que le genou manque d'options en flexion, en rotation? Est-ce que la hanche et le pied font leur part? Tu vois que rien qu'avec cet exemple, on n'est déjà plus du tout dans une logique de liste d'exercices, on est dans une logique de compréhension. Et c'est pareil pour une douleur médiale, latérale, postérieure, antérieure, une gêne en flexion profonde ou une sensation de genou pas vraiment fiable. La localisation te donne une information, mais elle te donne pas automatiquement la stratégie à mettre en place. Si tu as eu un diagnostic assez clair sur le tissu spécifique qui peut causer des douleurs, les exercices que tu vas faire seront spécifiques à ce tissu, mais aussi à ton contexte. Tu peux avoir mal à un tendon patellaire de plein de manières différentes et ne pas tolérer du tout les mêmes choses que ton voisin qui a mal exactement sur le même tendon. Quand tu comprends ça, l'idée d'un meilleur exercice pour le genou devient trop vague. Un exercice, c'est juste un moyen, un outil. Il peut être excellent s'il envoie le bon signal au bon endroit, au bon moment. Et il peut être complètement nul s'il envoie un signal que le système n'est pas prêt à recevoir. Prenons un exemple simple.
t'as quelqu'un qui fait du split squat. Si tu fais lentement le split squat dans une amplitude limitée, avec un tempo contrôlé et peu d'intensité, c'est pas la même chose que si tu le fais lourd, profond, proche de l'échec. C'est pas la même chose non plus si tu le fais en isométrie, dans un angle précis. C'est pas la même chose si tu l'utilises pour reconstruire de la tolérance à la flexion du genou sous une charge, ou si tu le balances dans un programme déjà rempli de courses, de sauts, de fatigue, de changement d'appui. L'exercice n'est qu'une manière précise d'envoyer une certaine contrainte mécanique sur des tissus spécifiques pour créer des adaptations bien précises dans ton corps. Le nom de l'exercice en lui-même ne te dit presque rien. Ce qui compte, c'est la contrainte que tu imposes avec cet exercice. L'amplitude, la charge, le tempo, le volume, l'intention, le moment où tu mets l'exercice dans la semaine, le moment dans la progression. C'est exactement pour ça qu'un même exercice peut être intelligent ou complètement stupide suivant le contexte. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de te demander est-ce que cet exercice est bon. Tu te demandes plutôt qu'est-ce que cet exercice est censé développer. Et là, on peut commencer à parler de programmation. Pour moi, la base, c'est de réfléchir en capacité et en contrainte. Ton genou, ou plus largement ton système locomoteur, a une capacité à un instant donné. Cette capacité dépend de plein de choses. La capacité des muscles à produire et à freiner le mouvement, la capacité des tendons à transmettre la force, la capacité des ligaments à guider le mouvement et à envoyer de l'information au système nerveux, la capacité articulaire à laisser assez d'espace pour pouvoir bouger sans compensation, la capacité neuromusculaire pour coordonner tout ça. Et puis aussi, la capacité générale de la personne à récupérer. Parce que si quelqu'un dort mal, mange n'importe comment, stresse énormément, bosse debout toute la journée, reprend après 3 ans d'arrêt et veut courir 4 fois par semaine, tu peux pas interpréter son problème comme chez un athlète entraîné qui a juste une contrainte spécifique à réintroduire. Et puis en face de cette capacité, tu as les contraintes. La flexion profonde, la charge, le volume, la vitesse, les sauts, les freinages, les changements d'appui, les torsions, les pivots, la fatigue accumulée, la répétition, les chaussures, le sport, le travail, bref, tout ce que la personne demande à son genou d'encaisser. Tant que la capacité est suffisante pour absorber ces contraintes, ça se passe plutôt bien. Mais quand les contraintes dépassent ce que le système peut tolérer, ça se passe mal. Et cette réaction peut prendre différentes formes. Douleur, raideur, appréhension, des compensations, une perte d'amplitude, sensation d'instabilité, ou alors une vraie blessure si la contrainte dépasse brutalement la capacité du tissu. Donc ton rôle, c'est pas seulement de trouver un exercice. Ton rôle, c'est de comprendre quel écart existe entre la capacité actuelle et les contraintes demandées. Par exemple, si la personne tolère très bien les mouvements lents, mais qu'elle a mal dès qu'elle remet de la course ou des sauts, c'est juste qu'elle ne tolère pas la vitesse et les impacts. Peut-être qu'elle est assez fort lentement, mais pas encore capable d'absorber vite, pas encore capable de freiner vite, de répartir des contraintes rapides entre le pied, la cheville, le genou, la hanche et le bassin. Quand tu accélères, tu fais pas juste le même mouvement un peu plus vite. Tu changes complètement la contrainte mécanique. L'énergie à absorber augmente très vite avec la vitesse et ton corps doit bien encaisser cette énergie quelque part dans les muscles, les tendons, les ligaments, les articulations. Donc si une personne passe d'un squat lent à la même chose mais en allant à l'échec, en descendant rapidement sur la phase excentrique, les contraintes sur les tissus sont démultipliées. A l'inverse, si la personne ne tolère même pas certaines amplitudes lentes, peut-être que tu n'es pas encore à réfléchir à la vitesse. Peut-être qu'il faut d'abord comprendre l'espace articulaire. Est-ce que le genou a assez de flexion, d'extension, de rotation interne et externe du tibia? Est-ce que le complexe pied-cheville en dessous bouge bien? La hanche au-dessus aussi? Parce que sinon ton genou va se retrouver à compenser pour un problème qui est situé ailleurs. Est-ce que la personne a une bonne amplitude passive mais pas de contrôle actif? Parce que ça aussi c'est fondamental. Tu peux avoir une amplitude disponible passivement mais ne pas être capable de la contrôler activement. Et dans ce cas, ton objectif c'est pas juste de gagner encore plus d'amplitude, c'est de remplir cette amplitude avec de la force et du contrôle. A l'inverse, si l'amplitude passive est déjà insuffisante, tu peux pas demander à la personne de contrôler une zone à laquelle elle n'a même pas accès. Il faut d'abord recréer de l'espace. Et c'est là qu'on arrive à la logique signal, outil, exercice. On a tendance à commencer par la fin. On commence par l'exercice. Mais en réalité, l'exercice devrait découler de l'outil. Et l'outil devrait découler du signal. Et le signal lui-même devrait découler de l'adaptation que tu veux créer. Imagine que tu veux améliorer l'espace capsulaire du genou. Tu vas pas choisir un exercice au hasard parce qu'il renforce le genou entre guillemets. Tu vas chercher un outil
capable de mettre la capsule articulaire sous tension, notamment à travers les fonctions primaires de l'articulation. Donc pour le genou, ce sera les rotations tibiales. L'augmentation de l'espace capsulaire du genou, c'est l'adaptation que tu veux créer. L'outil que tu veux utiliser, ce sera ce qu'on appelle des Pels Rails. L'exercice, dans ce cas, ce sera un Pels Rails en rotation externe du tibia, par exemple. Si tu veux améliorer le contrôle actif d'une amplitude déjà disponible, tu vas pas faire la même chose. Tu vas plutôt utiliser des outils qui permettent de réduire l'écart entre ce que la personne peut atteindre passivement et ce qu'elle peut contrôler activement. Si tu veux améliorer la capacité d'un tissu conjonctif à encaisser les contraintes, tu vas devoir réfléchir à l'amplitude dans laquelle ce tissu doit travailler, à la vitesse à laquelle il doit absorber la force, au temps sous tension, au type de contraction, à l'exposition progressive. Si tu veux reconstruire une capacité tendineuse, tu vas pas gérer ça comme une simple faiblesse musculaire. Un tendon s'adapte lentement, il répond à des contraintes répétées, dosées, progressives. Il faut être capable de réintroduire la charge sans tomber dans le repos prolongé d'un côté ou la reprise brutale de l'autre. Si tu veux améliorer la vitesse de contraction ou la capacité à relâcher vite après une contraction explosive, tu vas pas rester indéfiniment sur des exercices lents et contrôlés. À un moment, il faudra envoyer des signaux plus rapides. Mais ça, tu le fais seulement quand l'architecture et la capacité de base sont suffisantes. Donc tu vois comment le raisonnement change. On n'est plus du tout en train de se demander quel exercice pour le genou. On se demande quel tissu je veux cibler, quelle adaptation je veux créer, quel signal permet de la créer, quel outil me permet d'envoyer ce signal et quel exercice est la meilleure déclinaison pratique dans ce contexte. Là, tu n'empiles plus des éléments brouillons sortis de leur contexte. Tu programmes intelligemment et ça change tout. Parce que dans le fond, les exercices, tout le monde peut les trouver. Un client peut trouver des exercices tout seul. Un coach peut très bien trouver des idées en 2 minutes sur Instagram. Mais ce que le client ne sait pas faire, c'est hiérarchiser. Il ne sait pas dire « ça je garde », ça je retire temporairement, ça je réintroduis un peu plus tard, ça je dose différemment, ça je le teste sur 24 heures, ça je mets pas encore trop parce que ça augmente trop de paramètres en même temps. Et si t'es coach, préparateur physique, professionnel du mouvement, c'est là que se trouve ta valeur. Pas dans le fait de connaître 3 variantes de plus, mais plutôt dans ta capacité à donner un cadre. Quand quelqu'un arrive avec un genou qui freine ses entraînements, tu dois être capable de comprendre ce qu'il fait déjà, ce qu'il veut reprendre, ce qu'il tolère, ce qu'il déclenche, ce qui soulage, ce qui revient le lendemain, ce qui dépend de la fatigue, ce qui dépend du contexte. Tu dois savoir si la personne est en sous-charge, en surcharge ou dans une variation brutale de charge. Parce qu'un genou peut réagir parce qu'on lui en demande trop, mais il peut aussi réagir parce qu'on ne lui demande plus rien depuis trop longtemps et qu'on essaye de revenir d'un coup à des contraintes qu'il n'a plus rencontrées depuis des mois ou des années. C'est pour ça que tout supprimer est rarement une bonne stratégie. En réathlétisation, tu ne construis pas uniquement autour de ce qui fait mal. Tu construis aussi autour de tout ce qui est déjà possible de faire. Si la personne peut entraîner le haut du corps, elle entraîne le haut du corps. Si elle peut faire du cardio sans aggraver les choses, garde du cardio. Si elle peut renforcer certaines amplitudes sans aucune réaction derrière, elle va les garder. Si elle peut charger certaines variantes, elle les garde. Parce que le repos complet fait souvent perdre encore plus de capacité. Et puis après, quand tu veux reprendre, tu repars pas de zéro, tu repars parfois même de moins que zéro. L'idée, c'est pas d'éviter par peur de bouger, c'est d'éviter les choses par stratégie. Tu retires ou tu ajustes simplement ce qui aggrave vraiment. Et tu gardes tout ce qui permet de construire de la capacité sans entretenir le problème. C'est aussi pour ça qu'il faut regarder la réaction sur 24 heures. Pas seulement pendant des exercices, parce que pendant l'exercice, la personne peut aller bien. À chaud, la personne bouge mieux, elle sent moins la douleur, elle a plus confiance, mais si le soir ça augmente, ou le lendemain matin le genou est plus raide, plus douloureux, plus sensible, ou que le problème se déplace, t'as ici une information importante. La dose n'était peut-être pas adaptée. C'est pas forcément l'exercice, mais la dose, l'amplitude, le volume, la vitesse, la fatigue générée, la proximité de l'échec sur l'exercice, le moment où tu l'as placé dans la séance. Et c'est là que tu dois ajuster. Si tu n'as aucun critère, tu vas juste changer d'exercice un peu au hasard. Alors que parfois, il suffisait de garder le même exercice, mais de réduire certains paramètres, l'amplitude, ralentir le tempo, baisser la charge, diminuer un peu le volume, augmenter les temps de repos, ou placer l'exercice à un autre moment de la semaine. Encore une fois, c'est pas l'exercice qui pense à ta place, c'est toi qui dois savoir ce que tu cherches. Et c'est exactement pour ça que je trouve la logique basée sur les exercices aussi limitée. Elle donne l'impression d'apporter une solution, mais elle ne donne pas de raisonnement. Or, sur le terrain, t'as pas des cas faciles. Tu n'as pas juste quelqu'un tendinopathie patellaire égale protocole X ou Y. Tu as un sportif qui dort mal, qui a une compétition dans 6 semaines, qui a déjà une entorse de cheville, qui compense sur ses appuis, qui va tolérer les exercices lents mais pas les freinages, qui a moins mal à chaud mais plus mal le lendemain, qui veut absolument reprendre vite et qui peut faire que 2 ou 3 séances par semaine. Là, la solution ne peut pas être une fiche d'exercice. Tu dois raisonner. Et c'est précisément ce que j'ai voulu construire dans Expert Genou.
Pas une formation pour te donner une liste infinie d'exercices, pas un protocole magique, pas un truc du style fais ça pendant 6 semaines et tout ira bien, mais une formation pour comprendre le genou comme un système, comprendre le rôle de la capsule, des ligaments, des ménisques, de la rotule, des tendons, des muscles du pied, de la cheville, de la hanche, comprendre les mécanismes des principales problématiques du genou du sportif pour savoir adapter la réathlétisation, comprendre comment évaluer le contexte, comment évaluer le genou, comment choisir les bons outils, comment passer de la réathlétisation à un renforcement articulaire de haut niveau. Expert Genou est disponible en offre de lancement jusqu'au mardi 26 mai à minuit. Si tu es coach, préparateur physique, kiné ou professionnel du mouvement et que tu veux vraiment mieux comprendre l'entraînement et la réathlétisation du genou, le lien est en description.